Hello Challenger, how are you doing? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien grâce à Dieu et nous sommes en train de lire un nouvel ouvrage, un nouveau livre, celui de Gary Chapman dénommé Les saisons du mariage. Dans quelle saison êtes-vous? Nous poursuivons. Nous sommes au chapitre 1, la nature du mariage. Dans ma jeunesse, j'ai été un étudiant en anthropologie passionné. Au cours de mes études, je me suis intéressé aux recherches en ethnographie menées à différentes époques par un certain nombre de spécialistes. L'une des conclusions de ces études était que le mariage, cette union entre un homme et une femme, constituait la composante centrale de toute société humaine, sans exception. Le mariage monogame, prévu pour durer toute la vie, apparaît comme la norme culturelle universelle. Il en est bien sûr qui s'éloignent de cette pratique. C'est le cas des polygames que l'on rencontre encore dans quelques cultures et les monogames aux mariages successifs devenus nombreux dans certaines sociétés occidentales. Mais ces exceptions n'effacent pas du psychisme humain la norme culturelle d'une monogamie à vie. En effet, malgré l'acceptation généralisée du divorce depuis ces 40 années, le mariage reste loin le mode de vie en couple le plus fréquent. En 2003, 85% des adultes vivant en couple étaient mariés. 58% des Français âgés de 18 à 35 ans avaient l'intention de se marier. Bon nombre de ces personnes avaient vu leurs parents divorcer et ne souhaitaient pas la même issue pour leur couple. L'institution sociale du mariage est d'abord et avant tout un engagement par lequel un homme et une femme se promettent mutuellement d'être partenaires pour la vie. Dans la conception judéo-chrétienne qui est à la base des coutumes de notre société, l'homme et la femme vont devenir une seule chair, d'où l'idée d'unité qui se trouve au cœur du mariage. C'est l'inverse de la solitude. Dans la conception que nous venons d'évoquer, les hommes et les femmes ne sont pas faits pour vivre seuls. L'homme ressent au plus profond de lui le désir d'avoir une femme pour compagne et la femme éprouve une envie comparable d'intimité avec un homme. Le mariage a pour but de satisfaire ce vif besoin de proximité. Le mariage est plus qu'une simple relation. C'est une intimité qui englobe tous les aspects de la vie, intellectuelle, émotionnelle, sociale, spirituelle et physique. Dans la relation conjugale, le mari et la femme partagent leur vie de la façon la plus profonde qui soit. Ils se considèrent comme une équipe unie et non comme deux individus qui vivent par hasard l'un près de l'autre, parce que le désir et le besoin d'intimité sont au cœur même du mariage. Les partenaires sont inquiets pour leur relation quand cette proximité fait défaut. Le mariage est également une relation dont la portée peut dépasser le couple. Toutes les études indiquent qu'un mariage où les partenaires sont intimement liés crée le climat le plus sûr et le plus propice à l'éducation des enfants. Ce n'est qu'un exemple, car la procréation ne constitue pas l'unique but du mariage. Ce partenariat est également le cadre idéal pour développer nos capacités et nos dons respectifs. Deux valent mieux qu'un. Peut-on lire dans l'un des livres poétiques de la Bible. Si l'un tombe, l'autre relève son compagnon. Mais quel malheur pour celui qui est seul et qui tombe. Tous les couples mariés ont expérimenté la réalité de ce principe. Deux valent mieux qu'un. Mari et femme sont faits pour se compléter. Quand le mari est faible, sa femme est forte. Quand elle chancelle, il est là pour la relever. La vie est plus facile quand deux cœurs et deux esprits ont pris l'engagement de travailler ensemble pour affronter les défis quotidiens.
Après plus de 40 ans de mariage, je me rends compte que bon nombre de mes projets ne se seraient jamais réalisés sans les encouragements et l'aide de mon épouse. J'aime à croire qu'elle aussi a accompli davantage dans la vie que ce qu'elle aurait fait sans mon soutien. Voilà une réelle source de satisfaction. S'adapter au changement de saison. Les relations dans le mariage changent en permanence. Les attitudes se modifient. Les émotions fluctuent. Et la façon dont chacun des époux traite l'autre varie en fonction de l'affection qui est plus ou moins présente. Parfois, le changement échappe à notre contrôle. Ainsi, par exemple, quand Nelly, la femme de Benjamin, a appris qu'elle avait un cancer, le diagnostic a transformé la façon dont leur vie et leurs relations étaient structurées. Ils ont pu s'adapter à la situation, mais ils n'ont pas pu la contrôler. Ce fut également le cas pour Patricia et son mari Régis, un militaire. Lorsque l'unité de Régis a été envoyée dans une zone de combat, il s'est retrouvé tout à coup de l'autre côté de la planète. Régis et Patricia se sont adaptés à la situation, mais les circonstances échappaient à leur contrôle. Quand il devint évident pour Jean et Carole que la mère de celle-ci ne pouvait plus vivre seule, il leur fallut faire face à un changement qu'ils ne maîtrisaient pas. La vie est imprévisible. Dans d'autres cas, nous sommes à l'origine des chamboulements, mais leurs conséquences peuvent être inattendues. Lorsque Quentin et Melinda sont allés s'installer à l'autre bout du pays après avoir vécu pendant 10 ans près de leurs familles respectives, de nombreux changements sont intervenus qu'ils ont dû affronter ensemble. Les décisions que nous prenons à propos de notre profession, de l'éducation de nos enfants, de leur enseignement, de notre engagement social et d'autres domaines de la vie provoquent des changements qui affectent nos relations d'époux. La manière dont un couple gère cette transformation détermine la qualité de son mariage. Dans la nature, les 4 saisons sont dues à des variations inévitables qui se produisent parce que la Terre tourne sur son axe et gravite autour du Soleil. De la même manière, les changements auxquels nous sommes confrontés dans la vie et la façon dont nous y agissons sont à l'origine des saisons du mariage. La naissance d'un enfant, la mort d'un être cher, la maladie, la belle famille, l'obtention d'un emploi, la perte d'un emploi, les exigences professionnelles, les voyages, les vacances, la prise de poids, la perte de poids, les aléas financiers, les déménagements, l'immobilisme, la dépression, les désagréments de tout ordre, humeur, l'adolescence des enfants, le corps qui vieillit, les parents qui vieillissent, les loisirs, les habitudes, la sexualité, l'impulsance, l'infidélité, d'autant d'exemples de situations ou de circonstances qui exercent une pression sur le mariage et exigent une réponse. Si nous réagissons bien, en restant en accord avec notre conjoint, nous pouvons maintenir notre mariage au printemps ou en été. Si en revanche, nous ne gérons pas bien les choses ou si notre réaction se heurte à celle de notre conjoint, nous risquons de ressentir les frimaces de l'automne ou d'être précipités dans le froid glacial de l'hiver. Parfois même avant de comprendre par quoi nous avons été frappés. Certaines circonstances telles que l'infidélité touchent au cœur même du mariage. D'autres événements font simplement partie de la vie, comme la maladie, la vieillesse ou un nouvel emploi. Notre réaction face au changement passe par des émotions, des attitudes et des actes. La combinaison de ces 3 facteurs déterminera la saison dans laquelle se trouve notre mariage et à un moment donné. La thèse de ce livre repose sur l'analogie que l'on peut établir entre les saisons naturelles,
entre parenthèses printemps, été, automne et hiver, et les changements qui interviennent dans les relations conjugales. La connaissance que nous avons de la vie passe par nos 5 sens, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. Et de ce fait, nous ressentons des émotions, nous adoptons des attitudes et nous entreprenons des actions. L'entrecroisement de ces facteurs définit la qualité de nos relations dans les différentes saisons du mariage. Depuis une quarantaine d'années, il est devenu courant dans la culture occidentale d'élever les émotions au rang d'un guide apte à déterminer nos actions. Après avoir conseillé des couples pendant plus de 30 ans, je me suis convaincue que cette notion est erronée. Ne vous me prenez pas. Je ne prétends pas que les émotions n'ont pas d'importance. Elles nous indiquent au contraire si la relation se porte bien ou mal. Mais elles doivent être soumises à la raison dans un souci de vérité si nous voulons prendre des mesures constructives. Nous ne devons pas court-circuiter le processus et sauter directement des émotions à l'action sans tirer parti de la raison. De nombreux couples qui ont agi ainsi se sont retrouvés en hiver alors qu'ils auraient pu connaître le printemps ou l'été. Pour commencer notre voyage, définissons les 4 saisons du mariage. Dans les 4 chapitres suivants, nous examinerons les émotions, les attitudes et les actions courantes qui créent une saison particulière. Pour ce fait, nous rendrons visite à des couples qui ont accepté de faire part des joies et des peines de la saison dans laquelle ils se trouvaient. Les noms ont été changés pour préserver la vie privée de ces couples, mais les histoires sont réelles et sont en grande partie racontées par eux-mêmes dans les mêmes thèmes, et par ceux qui les ont vécus. Vous reconnaîtrez peut-être votre situation dans l'une de ces 4 saisons du mariage. Si ce n'est pas le cas, le test de saison du mariage vous aidera. À la fin de la première partie, vous pourrez déterminer où vous vous situez. Dans la deuxième partie, je vous présenterai 7 idées pratiques pour associer émotion, attitude et action de façon à passer d'une saison à l'autre. Dans la troisième partie, je répondrai à quelques-unes des questions que l'on me pose fréquemment à propos des saisons du mariage. Finalement, pour vous aider à utiliser ce livre dans le cadre d'un petit groupe ou pour faciliter votre compréhension, vous trouverez un guide d'études conçu pour encourager la discussion autour des 4 saisons du mariage et des 7 stratégies. Mon souhait est que tous les éléments vous aident, vous et votre conjoint, à rendre plus belles les saisons que votre mariage traverse. Ainsi prend fin le premier chapitre. Rendez-vous dans le second chapitre. Moi, c'est Souveraine. C'est avec joie que je vous ai servi. N'hésitez pas à partager, à liker, à laisser des commentaires, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je dis shalom chez vous.